La nature, c'était des apparitions, des disparitions. Il y avait le jour, puis la nuit, puis le jour. Il y avait la saison sèche et la saison des pluies. La marée qui mouillait nos plages noires et se retirait vers les profondeurs. On pouvait alors ramasser des crabes entre les rochers dans les flaques vertes. Papa disait que c'est comme la voisine. Tous les mois, elle quitte son mari en claquant la porte et en criant « Au diable les ivrognes et les vauriens !» Et tous les mois, il revient. Et le mari de la voisine et la voisine fêtent ça en faisant du bruit. Le bonheur et le malheur, c'est pareil, disait papa. Alors, lorsque l'océan a cessé de jouer le jeu, lorsqu'il a décidé tout seul de suivre d'autres règles, d'autres déroulements, lorsque la marée ne fut plus qu'un envahissement d'eau salée sur la moitié des plages, sur les plages, débordant le chemin côtier dans le jardin des maisons littorales, on n'y a pas cru. On s'est dit que les choses allaient retrouver leur cours normal, qu'il devait y avoir une grande dispute quelque part entre les éléments de l'univers, comme chez le voisin, mais que ça allait changer, et qu'on allait retrouver un cycle des révolutions normales. Surtout, on continuait d'appeler ce grand mouvement d'eau une marée, comme pour rappeler, avec nos pauvres mots, notre pauvre vocabulaire, à la nature, qu'elle était réglée pour le va-et-vient. Lorsque la marée, lorsque l'océan a envahi le salon des maisons littorales, comme un intrus qui s'invite à dîner, on a commencé à se poser des questions. On sait d'où tu viens. Ça a dû être terrible, ma petite. On a vu ça à la télévision. On était touchés, mais on ne pouvait rien faire. Rien du tout, l'impuissance. On en parlait beaucoup. De ce qui se passait et de notre impuissance à changer les choses. De notre distance, de notre sommeil. Tu étais sur l'écran, avec les autres, avec la détresse, mais c'était si loin. En fait, on n'est pas sûr de t'avoir vu toi précisément. Mais il y avait ces visages d'enfants qui se ressemblaient tous, d'avoir traversé la catastrophe ensemble. Tout ce que tu as dû traverser. On voulait même... C'est bête, je peux le dire. Oui, dis-le. Dis-le une fois et après on n'en parle plus. On voulait prier, oui, prier. Alors que nous, on ne prie pas, on ne prie jamais, on ne croit pas à ces choses-là, mais là... C'était différent. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Pas parce qu'on a prié. D'ailleurs, on n'a pas prié. On s'est retenu. Mais on voulait tellement faire quelque chose. Et puis, il y a eu le programme du gouvernement, la campagne d'adoption. On en a beaucoup discuté. Oui, ici, on discute beaucoup. Si tu as quelque chose sur le cœur, tu peux parler. On a pesé le pour et le contre, puis on a appelé. Votre famille se porte donc volontaire pour le processus d'adoption. C'est ça. Le pays est fier de vous. Le pays est fier de cet élan de générosité qui a poussé tant de familles à adopter les enfants de la catastrophe. Nous leur octroyons évidemment l'asile, mais rien ne vaut une cellule familiale pour se reconstruire. Nous serons là pour ça, tous les trois. Elle s'appelle Hélène. Voici sa photo. C'est une fille. Elle est grande. Je m'attendais à votre réaction. C'est vrai, c'est presque une adolescente. C'est une adolescente. Les enfants moins âgés ont déjà été placés dans des familles d'accueil. Et Hélène a besoin d'une famille, elle aussi. Mais ce n'est pas trop difficile. Hélène sait déjà lasser ses chaussures, faire du vélo, être polie. Une partie de l'éducation n'est plus à faire. Prenez cela comme un acquis et un avantage. Ouais, mais elle arrive ici avec ses soucis de jeune fille. Nous ne sommes pas préparés. Croyez-moi, Hélène, comme tous les autres enfants de la catastrophe, ont des soucis bien plus graves à surmonter. Mais si vous ne souhaitez pas poursuivre le processus d'adoption, si vous voulez réfléchir encore un peu, je range mes papiers et je vous laisse prendre une décision. C'est une décision lourde à prendre et définitive. Vous comprenez, il n'y a pas de période d'essai. Évidemment. Nous ne faisons pas machine arrière. C'est juste que nous avons beaucoup rêvé à cet enfant. Ce n'est pas l'image que nous avions. C'est comme si elle sortait soudain du cadre de la photo, coupée au niveau du cou. Je comprends. Mais en même temps, elle a besoin de nous.
Et on a vraiment envie de faire quelque chose, enfin faire quelque chose. Sortir de cette impuissance maladive. Je te laisse décider. Quoi? Il n'y a pas de souci, je suis d'accord avec tout. Il n'y a pas de souci. Tu me laisses seule au bord du gouffre et il n'y a pas de souci. C'est une décision à prendre en famille. Toi, moi et Félix. Félix est un bébé, il ne décide rien. Mais ne détourne pas la conversation. Mais je ne détourne rien du tout. Je précise juste que Félix n'a pas l'âge pour prendre ce genre de décision. Évidemment, nous nous sommes penchés au-dessus du berceau pour lui parler de la catastrophe, du processus d'adoption, pour nous donner bonne conscience et l'illusion que nous ne faisions rien dans son dos. Cela reste pourtant une décision à prendre par des adultes. Je ne te le fais pas dire. Eh bien moi, je prends la décision ferme d'être d'accord avec tout. Et moi, je prends la décision de ne pas prendre la décision toute seule. Je vous laisse réfléchir. Gardez la photo. On se rappelle. C'est important de parler. Si tu as quelque chose sur le cœur, tu le sors. Tu l'éjectes et on en parle. Si tu veux parler de la catastrophe, on en parle. Ou pas. Si c'est un moyen pour toi de tourner la page, on le respecte aussi. On te respecte. Tu es la bienvenue ici. Tu viens comme tu es. Tu resteras comme tu es. Tu es comme de notre famille. C'est ça qu'on voulait te dire. C'est comme notre fille. Si tu veux parler, tu parles. Si tu ne veux pas, tu fermes la porte. Tu auras ta chambre. Félix a la sienne. Tu avais une chambre là-bas? Je veux dire une chambre rien qu'à toi. Tu ne veux pas nous parler. Mais c'est normal, après tout, tu ne nous connais pas encore. On comprend. C'est un peu comme notre bébé. Il marchera quand il voudra marcher. Il parlera quand il voudra parler. On ne va pas forcer la nature. Au moment voulu, il choisira ce qu'il devra choisir. Il s'appelle Félix. Ça veut dire bonheur. Toi, tu viens du malheur. Ce n'est pas grave. Nous sommes contents de tirer quelqu'un du malheur vers le bonheur. C'est ça qu'on voulait te dire aussi. Oui. Tu n'as pas à avoir honte de ton malheur, honte de tes origines. C'est juste une question de chance ou de malchance. Nous avons la chance d'être une famille heureuse, une famille du bon côté de la barrière. Toi, tu es né du mauvais côté de la barrière. Ce n'est pas ta faute. Ta misère n'est pas une faute. Oui, on n'est pas croyants. On ne croit pas aux punitions qui tombent du ciel. Ne t'inquiète pas, tu n'as commis aucune faute. Ni ta famille. Ni ton peuple. C'est plutôt nous. Oui, c'est plutôt nous. Tu veux voir ta chambre? Je voulais te dire aussi. On a beaucoup discuté de ça entre nous, et même avec Félix. Et on est content de t'aider. D'aider une personne malheureuse qu'on a vue à la télévision. De l'aider concrètement. C'est comme si tu sortais de l'écran plat, du malheur plat, et tu apparais devant nous en 3 dimensions pour qu'on puisse te serrer dans nos bras. Tu l'as déjà dit. Eh bien, je le redis. Pour une fois que l'on peut faire quelque chose de concret. D'habitude, on s'en tient à la compassion. Une gentille petite compassion, bien douillette, bien pépère. Mais moi, tous ces petits cœurs qui se serrent devant le journal, je les vomis. Enfin, te voilà, Une solution concrète. t'adopter, T'accueillir, te protéger, te redonner une chance. et une famille. Et un avenir. J'ai dit ce que j'avais à dire. On a fait le tour. Voilà, Félix est d'accord. on a besoin de toi. Bienvenue. Bienvenue chez nous. Merci. Hélène. Ça, c'est Félix. Il est beau, n'est-ce pas? Oui, très. Son père l'appelle face de lune. Moi, je n'aime pas, mais lui, ça le fait rire. Après, il me dit de ne pas m'inquiéter, que c'est beau, la lune. Mais tout de même, je n'aime pas. Félix est beau comme Félix, pas comme la lune, pas comme autre chose, tu ne crois pas? Oui, oui. Je vais être sincère avec toi. Je peux être sincère avec toi? Bien sûr. Au début, on voulait un autre enfant. Un enfant naturel après lui. On aurait voulu que Félix voie les choses se passer naturellement. Mon ventre qui grossit, puis un petit frère ou une petite sœur plus petite que lui. Que Félix sente l'ordre des choses, tu comprends? Oui, je comprends. On ne peut plus avoir d'enfant. Une incompatibilité. Alors on a pensé à adopter pour que Félix ne soit pas tout seul, qu'il puisse jouer avec quelqu'un, qu'il puisse se confier. Il faut être entouré dans la vie. La solitude, ça pèse trop sur le cœur, ça donne des pensées bizarres, tu ne crois pas? Oui, c'est vrai. Alors on nous a parlé des victimes de la catastrophe, puis on nous a parlé de toi, Hélène, et de ta tragédie.
On a été touchés, même si c'est vrai, on pensait à une jeune fille plus petite, à une sœur plus jeune. Ne te vexe pas que je te dise ça. Non, non. On s'est dit que Félix serait surpris. Il est encore dans le berceau et soudain apparaît au-dessus de sa tête le visage d'une jeune fille. Coucou. Beaucoup plus grande que lui. Et cette jeune fille, on lui apprend que c'est sa sœur. Ce n'est pas à l'ordre des choses, ce n'est pas naturel. Je ne dis pas que tu n'es pas naturelle, tu m'as comprise, tu me comprends. Oui, oui, je comprends. On t'a vu. On t'a peut-être vu aux informations. Parmi ces enfants désemparés, aérés dans les rues inondées de l'eau jusqu'aux genoux, en train de chercher leurs parents, ces enfants à la queue leu-leu, regroupés sous des tentes de fortune. Alors quand on nous a proposé de t'adopter, on s'est dit, ce n'est pas naturel pour Félix, mais c'est naturel pour nous. C'est naturel que tu trouves une seconde chance, une seconde naissance, et qu'on puisse te l'offrir. Je n'oublierai pas. On discutait de tout cela sur le canapé et on s'est dit non. Je me suis dit, et il a été d'accord, que l'on devrait d'abord en parler à Félix avant de prendre une décision, même si Félix ne peut pas donner son avis, ni répond. Mais je tenais à tout lui expliquer. Le but était la vérité devant Félix. On a tout expliqué. L'incompatibilité de papa et de maman, la définition de l'adoption, le bon côté de la barrière, ce qui est naturel et ce qui ne l'est pas. Et on l'a même pris dans nos bras pour te montrer. Pour montrer les enfants à la télévision. Et je lui ai demandé s'il comprenait, même s'il ne peut pas comprendre, je ne suis pas idiote. Mais j'ai demandé simplement, tu comprends ? Oh, je revois très bien la scène. Nous, on était à genoux et Félix était assis sur le canapé. Tu comprends ? Était la question posée. Et là, il nous a regardés, moi, puis son père, puis moi, et il a souri. Il a souri, il avait compris. Pas comme un adulte, bien évidemment, je ne suis pas idiote. Mais son sourire disait, ah, vous avez bien fait, vous faites bien. Ah, ça m'a bouleversée, ce sourire. Il venait du cœur de Félix, mais aussi du cœur de l'homme, du cœur de l'humanité, dans tout ce qu'il a de plus beau et de plus généreux. Une générosité qui dépasse les mots, car Félix n'a pas de mots encore. Mais c'est comme si tout rentrait dans l'ordre. Félix, malgré son âge, malgré son manque de mots, comprenait, approuvait que l'on puisse passer par ce qui n'est pas naturel pour arriver au naturel. Ah, je le vois encore, ce sourire posé sur le canapé, mais ce que je veux dire dans tout ça, car je ne perds pas le fil et que je ne suis pas qu'une maman gâteuse, c'est que la nature t'a trahi. Toi, Hélène. Elle s'est moquée, elle n'a pas respecté les règles. Mais n'oublie pas que c'est peut-être pour ton bien que la nature, elle t'a trahi. Pour que tu retrouves le bon côté de la barrière, l'amour d'une famille. Tu es tellement la bienvenue. Et nous avons tellement d'amour à te donner. On va se serrer tous les quatre dans tout ce que l'homme a de meilleur. Je t'aime. Je t'aime. Et Félix t'aime. Et son père t'aime. Et tu apprendras à nous aimer car l'amour est une vraie contagion. Oh, laisse-moi te prendre dans mes bras. Oh, laisse-moi te serrer. Oh, laisse-moi pleurer. Ça va aller. Merci. C'est si beau. Si intense. Ce sourire. Mais pourquoi l'appelle-t-il donc face de lune ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je suis désolée, je suis malheureuse, c'est tout. Ça va aller. Le malheur, ça fait tout dire. Tout. Tu veux bien faire quelque chose pour moi ? Oui. Dis-lui que quand il l'appelle face de lune, que ce n'est pas bien, que ce n'est pas normal d'appeler son fils comme ça. Dis-lui que Félix est bien plus beau que la lune. Tu veux bien faire ça pour moi ? C'est promis. Qu'il faut se serrer les coudes entre femmes. Hélène ? Oui. Elle te plaît ta nouvelle chambre ? Oui, beaucoup. Si elle fait trop enfant, tu l'arrangeras ? C'est gentil, mais elle me plaît vraiment. Elle était comment ta chambre là-bas ? C'était une grande pièce de briques et de broc que je partageais avec mes frères et sœurs. Avec beaucoup de monde. Je vois. Parfois, il y avait papa aussi, lorsqu'il avait trop bu et que maman l'avait assommé avec la casserole. Ta mère battait ton père. Oui, souvent. Papa essayait de rentrer sans faire de bruit, mais la casserole était accrochée à côté de la porte, et à peine entré, on entendait un gros bang de casserole et le bruit du corps de papa qui s'écroulait sur le sol. Il n'a jamais envisagé d'entrer par la fenêtre ? Non, jamais.
Je pense qu'il avait besoin d'être puni. Un coup de casserole, ça évite d'avoir à s'excuser. Incroyable. Un jour, maman m'a tendu la casserole. C'était un rituel chez les filles de ma famille. Entre femmes, il faut se serrer les coudes, elle disait. Alors j'ai assommé papa. Ça fait un drôle de bruit, la casserole sur la tête. Soyons bien d'accord. Nous ne sommes plus dans le même hémisphère. Ici, pas de violence. On reste civilisé, même si je rentre à quatre pattes. Ce n'est arrivé qu'une fois. Les casseroles, c'est du passé. Bien sûr. Tout est si différent alors là-bas. Je ne sais pas, je vais apprendre. Je peux te poser une question? Bien sûr. C'est que j'essaye de me mettre dans la peau du père qui soudain adopte une adolescente. Ce n'est pas facile. Il faut que je m'adapte. Je vous écoute. Dans ton île là-bas, à quel âge les filles fréquentent les garçons? Quand est-ce qu'on se prend par la main? Quand est-ce qu'on s'embrasse? Tout ça. Mais il n'y a pas de règle. Oui, mais et toi, tu as déjà embrassé un garçon? Évidemment, je ne suis plus une enfant. Et tu es déjà allé plus loin? Plus loin. Là est le cœur du problème. Est-ce que tu as déjà couché avec un garçon? Oui. Bien. Voilà. Comme ça, c'est fait. Et comme ça, c'est dit. Je n'ai plus à te mettre en garde contre les garçons, leurs idées fixes, leurs beaux discours. Voyons le côté positif, ça simplifie mon rôle de père. C'est fait, et basta. Tout va bien alors. Tout va bien. Je dois juste en parler à ma femme encore, mais sinon, tout va bien. Et Félix? Quoi, Félix? Vous allez en parler à Félix aussi? Je ne vois pas pourquoi je devrais raconter ça à Félix. Je suis bien d'accord. Il n'a pas à connaître ce genre de détails. Oui. D'ailleurs, il ne s'agit pas de lui cacher quoi que ce soit, mais il ne comprendrait rien. Il n'a encore rien à comprendre face de Lune. Je peux vous poser une dernière question, moi aussi? Bien sûr. Pourquoi vous l'appelez face de lune? Parce qu'il a l'air si égaré dans sa contemplation du monde, on dirait une lune qui regarderait la Terre et qui dirait « Oh, c'est quoi ce bordel ?» La plage a disparu et les maisons du littoral ont été inondées. Mais personne n'a déserté. Les habitants du littoral se sont réfugiés chez des amis, des parents plus haut dans les terres. Ils attendaient que l'océan recule pour récupérer leurs jardins, leurs maisons, leurs biens, pour récupérer leurs paysages. Mais l'eau a continué sa lente absorption du territoire. D'autres maisons furent touchées et il y eut de nouveaux réfugiés sur les terres hautes. On commençait à se sentir à l'étroit dans la zone habitable. Les enfants des uns se mêlaient aux enfants des autres, les familles s'entassaient sur des baraques et les plus vieux s'entassaient sur des bancs. Malgré la promiscuité, les gens parlaient de moins en moins. Il faut imaginer un groupe qui petit à petit se met à marcher au même rythme. C'est ce qui se passait. Nous marchions au rythme du silence autour d'une angoisse, d'un mot interdit qui rongeait les cœurs. Ensuite, il y eut des morts, des vieillards et des bébés principalement qui succombaient à des coliques. L'eau de mer avait infiltré les nappes d'eau potable et un seul puits demeurait praticable. Alors chaque famille s'organisait en fonction des moments où l'on pouvait puiser, et le chemin passait le long du cimetière où s'entassaient les cercueils. Pour moi, c'était une bonne période. Nous partagions la maison avec une autre famille, il y avait un garçon de mon âge. Il fut le premier à me tenir la main, à m'embrasser.
Un jour, on nous mit en charge d'aller chercher de l'eau au puits. Nous nous sommes allongés à côté des barils. Dans mon dos, je sentais la terre agressée et dans mon corps un puits de chaleur. Sur le retour, en longeant le cimetière, nous avons baissé la tête. Une femme pleurait au-dessus d'un cercueil trop petit. Et nous avions honte d'être heureux. Tu crois que ça fera l'affaire? C'est pas une affaire. Façon de parler. C'est une fille bien qui a beaucoup souffert. La question n'est pas de savoir si elle a souffert ou pas. Mais tu balayes d'un revers de la main la souffrance. Mais elle est en jeu, elle entre dans l'histoire. Cette fille est arrivée dans cette maison avec 2 valises et une souffrance. La question est de savoir si, et je ne dis pas que c'est le cas, loin de moi cette idée, de savoir si elle ne nous tient pas d'une certaine façon rigueur de la catastrophe. Nous ne sommes pas coupables. Vraiment. Pas individuellement. Je sais bien, et je ne dis pas qu'elle nous considère comme coupables. Que les choses soient claires. Tu ne dis pas. Tu ne dis pas, mais tu dis quoi au juste? Je dis qu'inconsciemment, je pèse mes mots, inconsciemment, il est possible qu'elle arrive ici avec une forme de rancœur. Tu crois vraiment? Elle est capable d'être violente. Violente? J'ai discuté avec elle de sa vie là-bas. Et alors? Elle frappait son père à coups de casserole. Hélène? Bon, c'est arrivé une fois. Il était ivre, il est rentré tard, bang sur la tête. Bah, tout de même. C'est tout. Tu m'as fait peur. Et quel est le rapport avec sa rancœur contre nous? Je précise juste qu'elle est capable d'être violente. Il ne faudrait pas qu'il y ait de malentendus entre nous. Écoute, si tu éprouves la moindre peur, tu devrais aller lui parler, mettre les points sur les i. Mais il n'y a pas de malentendu. Ah, tu me fatigues. Il y a autre chose. Quoi encore? Nous avons abordé le problème des hommes et des femmes, des filles et des garçons. Mais depuis quand et sans problème? Elle a déjà connu l'amour. Eh ben tant mieux pour elle. Ah, tu vois les choses comme ça. Évidemment. Mais je ne sais pas, j'imagine. Elle pourrait, au lieu de s'occuper de Félix, ramener un garçon de l'école et pendant que nous sommes absents, passer du temps avec lui, sur le canapé, à quelques centimètres Par du vengeance? berceau. Oh, vengeance, le mot est trop fort. Légèreté, plutôt. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne la connais pas. J'ai l'impression qu'elle est très libérée sur le sujet, que toutes les filles de son île sont très olé olé. Une question d'hémisphère, de tropique. Non mais arrête de dire n'importe quoi là. En même temps, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire sur une île? Écoute, tu devrais aller lui parler. Mais pourquoi moi? Parce que c'est toi qui t'inquiète. Et c'est toi qui as commencé la conversation au sujet du problème entre les hommes et les femmes. Oui, mais c'est mieux qu'une mère parle de ça à sa fille. Moi, je me suis retrouvé au milieu de cette discussion totalement par hasard, avec une seule idée en tête, prendre mes jambes à mon cou et quitter la chambre. Tu veux m'en parler? Parler de quoi? De là-bas. Je n'ai encore rien dit là-dessus. Il n'y a pas grand-chose à dire, tout a disparu. Tu n'as pas disparu. Et tu n'es pas la seule. C'est le passé. Je ne veux rien me dire alors. Mais ce n'est pas contre vous. Mais ça m'inquiète pour toi. Je vais bien, je vous assure. Alors tu es heureuse? Je ne suis pas heureuse. Je ne serai plus jamais heureuse. Je suis froide,
Un glacier qui ne peut plus fondre sous le coup du malheur. Nous sommes concentrés. Nous? Qui ça, nous? Les enfants de la catastrophe, les survivants. Et vous êtes concentrés. Nous sommes concentrés pour ne plus fondre en larmes, pour ne plus laisser les océans nous envahir. Tu peux pleurer si tu veux. Non. Parle-moi de tes parents. Mon père était alcoolique, il buvait tous les jours et maman l'assommait à coups de casserole. C'était leur façon de tenir ensemble. Tu vois, tu as des souvenirs. Les souvenirs, c'est le passé. Et tes amis? À la fin, on se battait pour avoir de quoi manger. Mon meilleur ami a tué mon chien et j'ai fait une soupe avec ses tortues. Une soupe de tortue. Mais à la fin, on a ri de ça. Le chien, les tortues, c'était entre nous. J'imagine. Et tu avais un amoureux, il me l'a dit. Oui, je connaissais un garçon. Nous allions faire l'amour au puits comme des bêtes qui vont boire à la source le soir. Mais tu aimais ta vie là-bas? Je ne me posais pas la question. Quand je me la suis posée, il était trop tard. Tu sais pourquoi je te pose toutes ces questions? Parce que mon silence vous inquiète, vous l'avez dit. Parce que tu es celle à qui j'ai décidé de confier mon bien le plus précieux. Je te parle de Félix. Mais vous n'avez rien à craindre. Il faudra que tu t'en occupes. Lorsque nous sommes absents, que tu ailles le chercher chez la voisine, que tu le changes, que tu le nourrisses, que tu l'entoures d'amour. Oui, pas de problème. Mais tu n'as plus d'amour! Tu n'aimes pas tes parents, tes amis, ton petit ami, ton île. Tu comprends pourquoi je m'inquiète? Je comprends, mais je n'y peux rien. Il n'y a pas une phrase, un mot qui pourrait me rassurer? Je ne vois pas. Mais tu n'éprouves rien en regardant Félix? Si, il est gentil et beau. Voilà, juste quelques mots comme ça. J'ai de la tendresse pour lui, je crois que je pourrais l'aimer. Merci. Je vous en prie. Et nous? Tu crois que tu pourras nous aimer, nous? Je ne sais pas, peut-être. Tu ne sais pas. Je suis désolée, je dis la vérité. Je ne t'en veux pas. Si, vous m'en voulez. Mais ta vérité est terrible à entendre. Mais après tout, c'est jouable, c'est vivable. Ta famille tenait à coups de casserole. La nôtre peut s'en sortir un temps sous les coups de ta vérité. Je suis désolée. Alors, comment va-t-elle? Elle est froide et concentrée. C'est grave? Tu as déjà rencontré beaucoup d'adolescents froids et concentrés. Moi, je ne rencontre pas beaucoup d'adolescents dans l'ensemble. Mais elle est quelque chose. Moi, je n'étais pas grand-chose. Elle ne va pas mal, elle va faux. Elle se trompe, mais ça ira. Ceci explique peut-être cela. Je m'explique. Ça ne va pas te plaire. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je vais être direct. Il faudrait, ce serait mieux pour tout le monde, pour elle, pour toi, pour moi, que cette fille ne montre pas trop son corps à la maison. Quoi? Qu'elle ne montre pas trop son corps? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux qu'elle soit invisible? Tu veux qu'elle disparaisse? Je dis que, lorsqu'elle sort de la douche, juste enroulée dans une serviette avec ses cheveux qui goûtent sur son épaule, ce n'est pas sain. Ce n'est pas sain du tout. Je sors aussi de la salle de bain avec une serviette. Toi, c'est toi, elle, c'est Tu veux elle. dire que je n'ai pas de beaux cheveux noirs qui coulent sur mes épaules? Laisse tomber, je n'ai rien dit. Si, tu as dit, tu as commencé. Oh, mais tu veux toujours qu'on se dise tout et après ça tourne au vinaigre. Parle. Je pense que c'est une jolie fille. Toi, c'est toi, elle, c'est elle. Mais Je bordel, comprends tu es toujours une jolie fille, ça n'a rien à mieux. Merci voir. pour le toujours et pour Et le tu fille. fais semblant de ne pas comprendre. Je comprends parfaitement. Tu te sens coupable d'éprouver du désir pour cette fille qui est ta fille quand elle sort de la salle de bain. Adoptive. Adoptive et alors? Il n'y a pas les liens du sang. Mais tu te rends compte de ce que tu dis? Mais je n'ai rien dit. Si, tu dis beaucoup. Tu dis énormément. Mais je ne dis pas que j'éprouve du désir pour elle. Je dis que
Sa façon de sortir de la douche est un peu légère, un peu provocante. Et comme il n'y a pas les liens du sang, et que c'est presque encore une étrangère parmi nous, il est possible qu'elle, mais sans s'en apercevoir, sans penser à mal, fasse exprès de passer devant moi pour me montrer, disons, qu'elle est belle. Et elle a réussi. Bon, c'est une belle fille, mais elle n'a rien réussi du tout. Je me dégoûte. Mais enfin, je n'ai rien dit, c'est ma fille tout de même. Adoptive. Tu as commencé cette discussion par cette fille comme si tu parlais d'une pute. J'ai dit, j'ai pas dit, on s'en fout. Tu la désires. Non, Et elle est plus jolie que moi. mais non. Tu parles pour ne rien dire. Mais justement, non. Je suis pragmatique. Je cherche une solution. Je pense qu'elle cherche, inconsciemment, et elle est jeune, c'est presque normal, à me séduire. C'est encore cette histoire de vengeance? Non, juste un problème domestique. Laisse-moi terminer. On pourrait imposer une règle. Ça se fait avec les enfants. Une règle qui dit « Tu ne sors pas de la douche à moitié nu, mais toujours habillé. » C'est facile, c'est précis, c'est compréhensible. Qu'en penses-tu? Tu mens. Comment ça, je mens? Je propose quelque chose, il n'y a pas de mensonge possible. Tu la désires. Non, je reconnais juste que c'est une belle fille. Et si nous imposons ta règle, ce ne sera plus une belle fille? Non, ce sera une belle fille, bien habillée, devant son père adoptif, fier d'avoir une si jolie enfant. Tu me dégoûtes, pédophile! Oh, mais qu'est-ce que tu veux à la fin? Tu veux que cette fille qui s'est immiscée dans notre vie remette tout en cause? Elle ne s'est pas immiscée. On l'a adoptée. Adoptée. Et elle s'appelle Hélène. Hélène! Des mots, ça ne change rien à ce que je propose. Et si nous imposons ta règle? Pourquoi ne pas, monsieur, élargir ta règle? Ma chère fille adoptive, puisque tu es jolie et que tu risques de faire bander ton père, nous exigeons que tu portes en permanence des vêtements amples qui cachent tes formes d'un autre hémisphère. Eh merde! Si ça peut te faire plaisir. Je n'aime pas cette fille, je la déteste. Elle est belle, elle est froide, elle est concentrée, je la déteste. Je t'en prie. Je l'aime et je la déteste. J'ai le droit. À la fin, nous étions tous dans quelques maisons sur le haut plateau. Les bébés étaient tous morts, les vieillards aussi. On se rassemblait le soir lorsque l'un d'entre nous, au-dessus du fracas des vagues qui se rapprochaient, prononça le mot interdit. Partir? Il faut partir? Ce fut scandaleux. Mais un jour, le mari de la voisine disparut. Il avait construit un rafio en cachette et il était parti. On ne sait pas s'il est mort ou s'il est vivant. On a mieux compris le sens du mot tabou. Le tabou n'est pas un mot, c'est un geste. Alors la voisine, au centre du plateau, s'est assise au milieu de tous. Elle a révélé qu'elle était une sorcière. Elle n'a pas maudit son mari, non, elle lui a souhaité de la chance. Elle a maudit, oui. Mais ceux qui étaient responsables de la montée des eaux. Elle les appelait ceux-là, et inventait chaque jour des tortures plus terribles pour punir ceux-là. Et nous, on l'écoutait. Et ça faisait du bien d'avoir de la haine sous la lune. La haine nous rassemblait. La haine nous réchauffait dans les nuits humides. Ça nous élevait au-dessus des vagues injustes.
pleurait, elle bavait, elle éructait en imitant les tortures infligées à ceux-là. Et à la fin du dernier discours, un bruit lointain gronda. Elle rit et les adultes rirent. Les hommes se rapprochaient de l'océan qui léchait le bord du plateau. Ils ouvrirent leurs braguettes et pissèrent en riant. Les femmes aussi levèrent leurs jupes et pissèrent en riant. Ils riaient, ils pleuraient, ils crachaient tout en même temps. Il n'y avait que la sorcière au centre du plateau, avec les enfants, qui regardaient leurs parents en pleine malédiction. Puis la vague arriva. Il s'agit d'une visite de routine. Cela fait partie de la procédure. Je viens voir si tout se passe bien. Je parle avec vous, puis avec Hélène. La routine. C'est normal. L'impression générale. L'adoption se passe bien? Dans l'ensemble, oui. C'est correct. Mais il y a bien sûr des choses. Des choses à régler. Mais nous sommes contents dans l'ensemble. Des choses à régler? Oui, rien de grave. Disons que nous ne savions pas où nous mettions les pieds en nous lançant dans une adoption. Je vous arrête. Les papiers que vous avez signés ne laissent place à aucune ambiguïté. Les papiers que nous avons signés ne spécifiaient pas que la mère d'Hélène battait son père, alcoolique à coups de casserole. Elle vous a raconté ça? Ce n'est pas vrai? Peut-être. Il va de soi que nous n'étions pas au courant de cette pratique, mais je ne vois pas en quoi cela pose un problème. Nous ne voulons pas de violence dans cette maison. Évidemment. Mais a-t-elle manifesté une quelconque volonté d'être violente? Non, c'est pourquoi nous avons dit rien de grave. Hélène, faisons le bilan. Tu veux bien? D'accord, Comment te sens-tu? je vais bien. Tu es contente de ce cadre familial? Félix est un merveilleux bébé. Il m'a adopté ou c'est l'inverse. On s'est adopté. Bien, c'est un bon point. Je dois marquer des points. Bien sûr que non. Et les parents? Ils sont gentils. Oui, ils le sont, Ils ont été touchés par la catastrophe. comme nous tous. Ils sont inquiets aussi. À cause de toi? Je ne sais pas, ils sont inquiets depuis que je suis là. As-tu montré un signe quelconque d'agressivité? Absolument pas. Très bien. Ils trouvent que je suis agressive. Oublie. Une vieille histoire de casserole. Autre chose? Mon mari parlera mieux que moi. Pourquoi moi? Parce que c'est toi qui as mis le problème sur la table. Ah oui, bah maintenant c'est notre problème. De quoi s'agit-il? Hélène a déjà connu un homme. Ce n'était pas précisé dans le document. Ce genre d'information n'a pas à y figurer. Il s'agit de sa vie privée. Elle sort en petite tenue devant mon mari. Ça, c'est notre vie privée. Vous lui en avez parlé? Non. Pas encore. Écoutez-moi, n'ayez pas peur d'imposer des règles. Vous comprenez, son bonheur passe par la discipline. Elle a besoin de règles. Comprenez-moi bien. Sa vie a explosé à cause d'un dérèglement de la nature. Elle a besoin d'un univers ordonné. Des règles. Oui, c'est ça, des règles. Mais vous voulez que je lui explique que mon mari est troublé par son corps entouré d'une serviette? Je ne suis pas troublé. Si tu l'es! Vous n'êtes pas obligé de lui présenter les choses frontalement. Tu as déjà couché avec un garçon? Ils vous ont dit ça? Oui, Mais il n'y a rien de mal à coucher avec un garçon. rien. Alors pourquoi sont-ils inquiets? Je pense qu'ils ont peur que tu ramènes des garçons à la maison. Mais nous faisions l'amour à côté du puits. Je n'ai jamais ramené des garçons à la maison. En fait, je pense qu'ils n'ont pas peur de toi. Ils ont peur d'eux-mêmes, peur de ne pas être à la hauteur. Je pense que pour se rassurer, pour qu'ils se rassurent, pour que tu te rassures, ils vont devoir imposer des règles, t'imposer à toi des règles. Avoir le courage de faire ça. À toi qui n'es plus une enfant, pour se sentir pleinement parent. Je veux que tout aille bien. Nous avons fait le tour? Elle a mangé les tortues de son voisin. Je t'en prie, ça n'a aucune importance. C'est juste qu'elle est capable de manger les tortues de son voisin. Tu as mangé les tortues de ton voisin? Ils vous ont raconté ça aussi? Oui. C'est vrai? Oui. Tu comprends que ça peut les inquiéter? Mais c'était juste une petite vengeance entre amis. Précisément, ils peuvent avoir peur d'une fille capable de vengeance. J'ai laissé là-bas ma tristesse et ma vengeance.
Au revoir, Hélène. Au revoir, madame. Monsieur? Courage. N'hésitez pas à m'appeler en cas de besoin. Voilà, il faudra que tu prennes tes habits dans la salle de bain et que tu t'habilles dans la salle de bain. D'accord. C'est pour Félix. Il a le temps de voir des filles déshabillées. Je comprends. Moi, ce n'est pas grave s'il me voit nue, je suis sa mère, c'est différent. Je m'habille dans la salle de bain. Nous te demanderons aussi de mettre des vêtements amples. Pour le ménage, c'est plus facile. Des vêtements qui cachent tes formes. C'est pour Félix, tu comprends? D'accord. Et tu sais comment sont les garçons, tous des cochons qui pourraient te faire du mal. Ils ne sont pas tous comme ça. Tous. D'ailleurs, s'ils t'embêtent trop, s'ils tournent trop autour de toi, tu peux ne plus aller à l'école. Pour t'occuper uniquement de Félix, tu peux. Mais je veux aller à l'école, je ne suis pas en danger. Je comprends que tu ne te rendes pas compte. Les garçons étaient différents là-bas. Mais ici, on n'est plus au paradis. Ici, c'est l'hémisphère du mal. Fini l'innocence. Déposez l'innocence, comme une robe souillée à la porte de chez nous. Mais ils sont gentils avec moi, ils m'ont accueilli comme vous m'avez accueilli. Ils ont ouvert leurs portes. Laisse-les ouvrir leurs portes et passe ton chemin. Je ne suis pas en danger. Je comprends que tu ne te rendes pas compte. Chez toi, rien n'était menaçant. Vous étiez dans l'insouciance. Mais nous, femmes d'ici, avons appris les vertus de la distance. Chez moi, rien n'était menaçant. Je vois où tu veux en venir. L'océan qui engloutit et la vague qui menace. Je comprends tout ça. Mais le malheur venait de la nature, pas de l'homme. Ici, l'homme est un tsunami pour l'homme. La nature se tient bien tranquille. Elle est domestiquée, elle mange dans notre main. Les tornades sont au loin et on arrose la sécheresse. Mais crains de ton voisin le danger, lui n'a pas abdiqué. C'est terrible. Oui, c'est terrible. Mais je vois clair maintenant. Tu es là et c'est un cadeau du ciel. Tu vas pouvoir le protéger de tout ce mal, toi qui as grandi loin de ce mal. Tu vas pouvoir lui apprendre la douceur et le bonheur. Je n'imaginais pas ça en te voyant à la télévision, mais maintenant tout est clair. Félix, c'est le bonheur et c'est la plage où tu échoues. Bien. Je vois que tu t'es habillée comme nous te l'avons demandé. Oui, c'est pour Félix. C'est ma femme qui t'a dit ça. Je ne vois pas ce que Face de Lune vient faire ici. Vous ne devriez pas l'appeler comme ça. Ça, c'est d'elle aussi. C'est vrai. Elle me parle parfois énormément. Trop, peut-être. Qu'est-ce qu'elle a raconté d'autre? Je ne me souviens pas du tout, ça sort par vagues. Oui, elle est parfois submergée par ses émotions. On ne l'arrête pas, elle peut dire le tout et son contraire, on est perdu là-dedans. Elle a parlé de moi. Je ne sais plus, peut-être. Il ne faut pas croire tout ce qu'elle dit. Des mots parfois lui échappent qu'elle ne pense même pas. Même moi, après toutes ces années, je ne suis pas sûr de toujours la comprendre. Je crois qu'elle aime son bébé par-dessus tout. Je dis ça, mais je ne veux pas vous blesser. Elle m'a parlé de tes terribles vérités, mais ça ne me blesse pas. C'est vrai, c'est absolument vrai. En fait, nous ne sommes plus si proches l'un de l'autre. Ah, Tu ne sais pas ce que c'est, toi. Le désamour, l'usure du temps. Tu es trop jeune. Pour une fois, tu es trop jeune. c'est vrai, je ne connais pas. Quand nous avons compris que nous ne pouvions plus avoir d'enfants, quelque chose s'est cassé. On parle d'incompatibilité pour éviter que l'un rejette la faute sur l'autre, mais chacun rejette la faute sur l'autre, c'est inévitable. Le reproche est dans les cœurs. Nous sommes restés ensemble, car on n'a pas le droit de se séparer pour ça, mais l'amour n'était plus là. C'est triste. Oui.
Et elle a reporté son amour sur Félix, c'est vrai. Moi, j'existais moins. C'est au lit qu'on a compris. C'est toujours au lit que l'on comprend ça. Nous faisions moins souvent l'amour. Elle n'éprouvait plus de désir pour moi, elle faisait semblant, puis elle a cessé de faire semblant et tout s'est arrêté. Vous êtes sûr que vous voulez me raconter Tais-toi. tout ça? Je sais très bien où je vais. Nous ne faisons plus l'amour et nous restons ensemble sans savoir pourquoi, parce que l'incompatibilité rejette la faute sur le destin ou la nature qui s'est déréglée. Mais si Mère Nature nous dit que nous sommes incompatibles, ce serait une bonne raison pour se quitter, non? Je ne sais pas, vous me dites des choses si terribles tous les deux. Je ne suis même pas allé voir ailleurs. Mon corps a participé au naufrage, endormi sur le radeau, clapotis, clapota. Et puis tu es arrivé. Je ne sais pas quoi dire. Ne dis rien. Écoute. Juste écoute. Je pensais vraiment qu'en adoptant un enfant, les choses allaient s'arranger. En trouvant une solution à l'incompatibilité, en la contournant, en la biaisant, on retrouverait un terrain d'entente. Faire disparaître le reproche qui dort au milieu des corps la nuit. C'est ce qui s'est passé? Non. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce n'est pas du tout ce qui se passe. Tu ne vois rien. Tu ne comprends rien. Ton indifférence m'emmerde! Toi, tu débarques dans notre famille, avec ton passé de souffrance et ton corps d'un autre hémisphère. Et moi, je te vois, et je reprends vie. Tu comprends? Tu commences à comprendre, là? Je reprends vie, j'étais mort. Je ne m'en rendais pas compte, je ne m'en rendais même pas compte. Mais j'étais mort, j'avais la tête sous l'eau. Et toi, tu arrives, j'étais noyé, et tu me dénoies. Tu arrives et retire ce pull ridicule. Mais retire tout. Déshabille-toi, je t'en supplie, le pull et le reste. Vous me faites peur. Reste là. Je suis tombé amoureux de toi, tu comprends là? Tu entends? Je t'aime. Il y a toi là. Toi ton corps. Toi ton âme blessée. Et laisse-moi te prendre dans mes bras, laisse-moi te toucher, je t'en prie. Laisse-moi te protéger, t'apprendre à vivre comme je réapprends à vivre. Ou alors pars. Attends, quitte-moi. C'est l'un ou l'autre. Pars et laisse-moi ma vie de merde ou touche-moi. C'est maintenant le choix, maintenant la décision. Fous le camp ou touche-moi. Ou partons ensemble. Partons, je ne sais pas, je ne sais plus, je ne sais plus rien. Décide. Décide pour moi, décide de moi, décide pour nous, décide. Décide, c'est papa qui l'exige. Je suis malheureux. C'est tout. Je m'excuse. Et la vague arriva.
Les adultes restaient pétrifiés devant cette masse d'eau qui cachait l'horizon. Une femme, la culotte sur les chevilles, la première se réveilla et battit en retraite. Quelques hommes coururent aussi le sexe à l'air, mais il était trop tard. On les vit ainsi, avalés ainsi. Nous avons perdu notre dignité. Au moment de mourir, nous n'avions plus de dignité. On nous a tout pris. Nous, les enfants, nous sommes réfugiés sur le toit de la maison la plus haute. À un moment, il n'y avait plus que ça. Ce toit au milieu de l'océan avec des enfants pétrifiés qui cherchaient du regard le corps de leurs parents dans les flots. L'océan à qui nos ancêtres ont offert des sacrifices, et nous des offrandes, et nous des prières. L'océan avait repris le territoire comme une main de sorcière rafle des osselets sur le sol. Même moi, la sorcière, avec mes tours dans mon sac, mes gris-gris dans les marmites, mes injonctions et ma voix de folle. Même moi, la sorcière qui crève des nuages de pluie et recueille la lune dans la paume. J'étais impuissante. Et une nouvelle vague arriva. Et nous, les enfants, nous sommes serrés sur le sommet du toit. Et une nouvelle vague arriva encore, qui recouvrit nos chevilles, nos cuisses, nos épaules. Il n'y avait plus que nos têtes qui dépassaient de la surface, nos pieds qui s'agrippaient à l'arête du toit et nos visages qui hurlaient de terreur. Moi, la sorcière qui disparaissait tous les mois quand le sang coule entre les jambes, au moment de n'être plus que du sang qui s'écoule entre les rochers et la pince du crabe pour se mêler au marais. Moi, la sorcière liquide, parmi la masse liquide du sac et du ressac. J'étais impuissante. À un moment, les têtes des enfants ne pouvaient plus pleurer, n'avaient plus la force de pleurer. Ils se résignèrent et attendirent en silence. Et moi, je dis, je vous interdis de pleurer, je vous interdis de verser de l'eau salée dans l'eau salée. C'est la faute de ceux-là. Ceux-là qui vivent derrière l'horizon. Ceux-là sur les grands continents. Ceux-là qui vivent derrière l'horizon. Ils se sont agglutinés à l'autre bord de l'océan et ont tous poussé de l'épaule contre le bord de l'océan pour gagner du territoire. Ceux-là sont très nombreux, et ils ont poussé si fort que les vagues ont immergé notre île. Moi, la sorcière, je n'ai rien pu faire contre ceux-là. Maudits soient ceux-là. Je n'oublie pas. Je n'ai rien pu faire. Rien. Ils sont trop nombreux. Beaucoup trop. Tu les maudis. Je dois t'annoncer quelque chose. J'ai fait quelque chose de mal? Rien du tout. Tu n'as rien fait. On a beaucoup discuté. On discute beaucoup ici, tu le sais. On a pris la décision de se séparer de toi. Ah, Cette décision nous ruine, nous bouleverse. J'ai envie de pleurer, j'ai pleuré. Mais il y a un tel écart entre ce que nous imaginions et ce qui se passe. Ce n'est pas vivable. Il s'agit tout de même de passer une vie ensemble. Ou pas. qu'est-ce qui vous gêne? J'en pleure. Et lui aussi a pleuré. Je n'avais jamais vu mon mari ainsi. Il dit qu'il a honte. Qu'il n'a jamais eu aussi honte de sa vie. D'échouer, de croire si fort à une chose et d'être si déçu que ça ne se passe pas comme prévu. Mais je n'ai rien fait de mal. Bien sûr que tu n'as rien fait. Et tu n'es coupable de rien. Nous sommes coupables de rien. Il faut accuser le destin. Concentrons-nous sur cette idée. Accusons ensemble le destin qui veut que nous ne vivions pas sous le même toit.
Je voulais que tout aille bien. C'est ce que je dis. Nous voulions tous que tout aille bien. Tout le monde a fait des efforts, mais il est temps de rendre les armes. Vous aviez dit que la vague m'avait arraché à mon île pour me conduire jusqu'à Félix. Je l'ai dit et je le croyais. Je l'ai cru. Tu devais t'occuper de lui, toute la journée. Je te l'ai demandé, je ne te l'ai pas imposé. J'ai dit, ça serait mieux pour lui, pour toi, pour moi. J'ai dit, ça me ferait plaisir. Je ne peux tout de même pas rester... Plaisir! Ça m'aurait fait plaisir. Mais toi, tu n'as pas voulu me faire plaisir. Après tout ce que j'ai fait pour toi, après avoir pleuré dans tes bras, tu n'as pas voulu me rendre ça. Et ça me fait très mal. J'étais prête à tout donner pour toi, à tout sacrifier. Et toi, tu refuses de t'occuper de mon bébé. Tu préfères aller séduire avec ton corps et ta souffrance tous les hommes du coin. C'est tellement, tellement décevant. C'est tellement dégoûtant. C'est ça? Mais tu avoues en plus, petite allumeuse, sale petite... Non, non, je ne vais pas le dire. Je ne vais rien dire du tout. Je ne serai pas grossière. Je ne te ferai pas le plaisir d'être grossière. À m'abaisser, à patauger dans ton mode vicieux de mots cochons et de séduction. Je suis blessée. Terriblement blessée. Mais je garde ma vertu. Je garde ma hauteur et ma maison. Ma terre et mon peuple sera épargnés. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que ton île là-bas, avec tous ces gens qui ne respectent rien, tous ces gens qui se tapent dessus et qui mangent les tortues de leurs voisins, tous ces gens qui se roulent dans la fange, en étant heureux de se rouler dans la fange, ton île là-bas, elle méritait d'être engloutie, d'être ravagée, d'être rayée de la carte. Ceci est exactement ce que je veux dire. Ne méritez pas de figurer sur la même carte que celle où figure ma maison et mon Félix. Mais votre mari... Pas un mot. Il m'a tout raconté. Ce ne sont que des mensonges. Que plus rien ne sorte de ta bouche. Pas une phrase, pas un mot, car ce ne sont que des mensonges. D'horribles mensonges qui souillent la maison d'une famille heureuse. Où l'on se dit tout, où l'on fait de beaux enfants. Tu te rends compte? Tu avais le droit de participer à tout ça, de vivre tout ça. Mais au lieu de ça, tu as décidé de cracher sur cette vie. Tu l'as assommée à coups de casserole. Et je suis sûre, absolument sûre, qu'après t'en être pris aux lycéens et aux voisins, tu t'en serais pris à mon Félix. Je vois très bien la scène. Tu nous l'aurais cuisiné. Tu aurais ri jusqu'à en perdre haleine pendant que nous mangions notre propre fils, sorcière! Mais c'est votre mari... Pas un mot! Il m'a tout raconté. Dès le début, il m'a tout raconté. Il a dit, car il est honnête. Cette fille sort de la douche pour me séduire. Elle sort de la douche avec une serviette autour de son corps et de sa souffrance pour me faire du mal. Pour faire du mal à toute ma famille. Et tu crois que je vais te laisser faire? Tu crois que je vais te laisser tout ravager, espèce de sorcière à tsunami? Tu crois que je vais tout pardonner parce que j'ai vu ton visage d'enfant à la télévision? Ton visage d'enfant qui a tout perdu en quelques jours. Je vais te faire un aveu. Je ne t'ai pas vu. Maintenant, je peux le dire. J'ai vu des enfants de la catastrophe à la télévision. J'ai enregistré tous ces regards, mais je ne t'ai pas vu toi. Tu étais où à ce moment-là? Hein? Dis-moi, tu étais où, puisque tu n'étais pas avec les autres? Avec un adolescent de ton île? Dans la boue, derrière une maison? Ou bien un militaire? Ou un caméraman? Ou un caméraman à l'arrière d'un hélicoptère? Tu crois que je vais pardonner ça? Alors je garde mon calme. Je garde même mon amour pour toi. Rien de ce qui s'est passé ici ne sera révélé. Tu as droit à une troisième chance, une nouvelle vie, mais loin de cette maison. Je comprends.
Je ne crois pas, non. Alors je m'en vais. Tu t'en vas. Je peux vous demander une faveur? Sans doute pas. Je voudrais continuer à voir Félix, suivre sa vie, Jamais! même de loin. Non! Je voudrais maintenant que nous tentions d'analyser ce qui s'est mal passé. Vous comprenez, on ne peut pas multiplier les échecs avec ce type de procédure. C'est une fille formidable. Je suis d'accord. Personne n'en doute, mais changeons de direction tout de suite. Qu'est-ce qui s'est mal passé? Et elle n'a rien fait. Nous ne voulons pas l'accabler. Rien. Quel était le problème alors? C'est une question d'âge. Son adolescence? Non, son âge. Je ne comprends pas. C'est difficile à dire. Vous pouvez préciser? Cette fille n'est pas qu'une adolescente. Elle semble n'avoir aucun âge, ou tous les âges. C'est-à-dire? Elle est si froide. Si concentrée sur quelque chose qui nous dépasse, qui la dépasse. Il faudrait pouvoir être là. Revivre avec elle, avec tous ses enfants, tous ces jours de malheur. Elle en parlait souvent? Non, pas à nous. Mais elle raconte tout au bébé, je crois. Je l'entends parfois murmurer au-dessus du berceau. J'espère que Félix n'a pas entendu des choses horribles. Elle faisait des cauchemars? Non, mais maintenant que vous le dites, c'est peut-être ça. C'est-à-dire? Elle était peut-être concentrée sur un cauchemar. Sur son cauchemar. Si elle veillait à ce que le monstre qu'elle porte en elle ne la détruise pas, ne lui fasse pas de mal. Et ne fasse de mal à personne. Donc vous pensez qu'elle nous protège? Je ne fais que suivre le cheminement de votre pensée. Non, moi j'ai toujours été inquiète dès le début. Quel est le rapport avec son âge? Cette fille semble connaître des secrets qui nécessitent une initiation de plusieurs générations, mais qu'elle aurait acquise en quelques jours de terreur. Je vois. Et vous, monsieur? Moi, rien. Rien. Je suis froid C'est votre réponse. et concentré. Vous pouvez développer? Vous voulez rire? Vous partagez le sentiment de votre femme? Non. Je vois en elle une adolescente ordinaire. Quel était le problème alors, selon vous? Il n'y a pas de problème. Je ne vous crois pas. Lors de ma dernière visite, vous aviez évoqué sa tenue provocante à la sortie de la douche. Vous aviez même insisté sur le fait qu'elle cherchait inconsciemment à vous séduire. Nous avons suivi vos conseils, nous avons imposé des règles. La douche n'était plus un problème? Plus du tout. Mais alors, pourquoi vous demandez la séparation? Je ne demande pas la séparation. Ma femme demande la séparation. Moi, ça m'est égal. Vous comprenez que votre indifférence est choquante lorsqu'il s'agit de la vie d'une jeune fille? Je vous emmerde. Pardon? Vous m'avez très bien entendu. Est-ce que je vous pose des questions, moi? Je comprends mal votre agressivité, mais je vais vous répondre. Le fait est que dans la plupart des cas de l'adoption de la catastrophe, cela se passe mal. Nous tentons de comprendre pourquoi, mais quelque chose nous échappe. Voilà pourquoi nous posons toutes ces questions. Il ne s'agit pas de vous importuner. Eh bien, moi, je n'ai rien à dire. La vie est mal foutue, c'est tout. La terre est une vaste merde. Et laissez-moi vieillir en paix sur cette bouse. Bien. Madame alors, je vais vous poser une dernière question qui peut paraître étrange. Avez-vous entendu Hélène parler seule parfois? Parler seule? Oui, comme un ami imaginaire. Mais à l'âge d'Hélène, on n'a plus d'amis imaginaires. Non, je ne crois pas. Je vous pose cette question parce que de nombreux parents adoptifs ont évoqué cette bizarrerie. Une mère a même parlé d'une sorte de télépathie entre les enfants de la catastrophe. Elle parle seule, mais c'est au-dessus du berceau. Il y a quelqu'un pour l'écouter. Bien, je crois que nous avons fait le tour. Je vais aller parler avec Hélène avant de la raccompagner. Elle est sortie. Ah bon? Comment ça, elle est sortie?
Elle est sortie avec Félix prendre l'air. Et tu l'as laissé faire? Évidemment, elle sort avec lui tous les jours. Oui, mais aujourd'hui, c'est différent. En quoi est-ce différent? C'est absolument différent. Gardez votre Mais calme. elle sait que nous nous séparons d'elle. Elle va revenir. Elle a pris mon bébé. Et toi, tu l'as laissé faire? Mais tu es vraiment con de chez con avec ta vie de merde. Elle ne reviendra pas, jamais. Il faut lui courir après, vite. Mais reste là. Évidemment qu'elle va revenir, mais dites-le lui, vous. Elle revient toujours. Enfin, l'océan décida de se retirer. Les enfants retrouvèrent leurs épaules, leur corps, le toit, la maison et tout le haut plateau. Cela prit des jours. Un soir, alors que la nuit tombait, un grondement sourd se fit entendre et des formes mécaniques apparurent dans le ciel, avec des projecteurs qui fouillaient le plateau. Ceux-là nous envoyaient des hélicoptères. Les projecteurs fouillaient des rues en ruine et nos visages qui ne pleuraient pas. On nous a distribué des couvertures, on nous a demandé nos noms. Les militaires ont offert à manger et des caméras nous ont regardés manger dans les rues en ruine. La sorcière avait disparu. Moi, je me cachais dans un hélicoptère parce que je pleurais. Oui, je pleurais et je ne voulais pas qu'on me filme comme ça. Plus tard, nous avons décollé. Nous avons vu la maison, le plateau, l'île disparaître sous l'océan. Lorsque tout fut noyé dans l'étendue, mes larmes ont séché, comme avalées par le sable. Et je me suis endormie. Et toi, tu dors dans mes bras. Il pleut dans une rue que je ne connais pas. Je crois que je suis perdue. Perdue depuis longtemps. Thank you.